Bonjour à toutes et à tous. On aborde aujourd'hui un chapitre qui est vraiment au cœur du programme de géographie de seconde, la question du développement et des inégalités. Alors, on le voit tous les jours, la richesse dans le monde est répartie de façon très inégale. Mais on va essayer d'aller plus loin que ce simple constat. La vraie question, la problématique qu'on va se poser, c'est comment les choix de développement, que ce soit à l'échelle mondiale, nationale ou locale, finissent par créer et même renforcer des inégalités qui fracturent complètement nos sociétés. Pour répondre à ça, on va suivre un plan en 3 temps. D'abord, on analysera les grandes fractures à l'échelle du monde. Ensuite, on verra concrètement comment on mesure le développement, avec quels outils. Et enfin, on se penchera sur les paradoxes des pays qu'on appelle émergents. Regardez bien ce document. C'est une photo aérienne prise au-dessus de Santa Fe, un quartier de Mexico. Qu'est-ce qu'on voit? C'est flagrant. D'un côté, des gratte-ciel, des bureaux, un urbanisme très moderne, très planifié. Et de l'autre côté, juste derrière un mur, un enchevêtrement de petites maisons, un habitat qu'on devine précaire, très dense. Cette juxtaposition, elle est brutale. C'est l'exemple parfait d'un concept clé en géographie qu'il faut absolument maîtriser, la ségrégation socio-spatiale. Cette image, elle nous amène donc pile au cœur de notre problème. Comment des contrastes pareils peuvent non seulement exister, mais aussi durer, et parfois même s'aggraver, alors qu'on nous parle tout le temps de mondialisation. Pour le comprendre, il va falloir creuser un peu et analyser les mécanismes politiques, économiques et sociaux qui se cachent derrière cette simple photographie. Allez, on commence notre analyse avec la première partie. On va prendre de la hauteur et regarder les inégalités à l'échelle mondiale. Ça va nous permettre de comprendre les grandes fractures qui organisent notre planète aujourd'hui. Ce graphique, il est très parlant. Il illustre la fracture entre ce que les géographes appellent les Nords, au pluriel, et les Suds. Alors attention, ce n'est pas une question de boussole. Les Nords, ce sont les pays développés, riches et anciennement industrialisés. Et les Suds, ce sont les pays en développement ou émergents, dont beaucoup, d'ailleurs, sont d'anciennes colonies. Et les chiffres, ils sont sans appel. 17% de la population mondiale, les Nords, concentrent 68%, soit plus des 2/3, des richesses. C'est un déséquilibre structurel qui vient de loin, qui est hérité de l'histoire et qui est vraiment à la racine des inégalités mondiales. Bon, maintenant qu'on a bien vu ce déséquilibre énorme, on attaque la deuxième partie, comment est-ce qu'on mesure le développement? Parce que c'est bien beau de constater les inégalités, mais pour comprendre un phénomène, il faut d'abord avoir les bons outils pour le quantifier. Pendant très longtemps, on a eu un réflexe. Pour mesurer le développement d'un pays, on regardait son produit intérieur brut, le fameux PIB, qui calcule en gros toute la richesse produite en un an. Mais cet indicateur a de sérieuses limites. Il ne nous dit rien sur la façon dont cette richesse est répartie, ni sur le bien-être réel des gens. C'est pour ça que l'ONU a mis au point un indicateur bien plus complet, l'indice de développement humain, l'IDH. Alors, c'est quoi exactement cet IDH? Il a été créé en 1990 et il combine 3 grands critères. D'abord la santé, mesurée par l'espérance de vie à la naissance, ensuite l'éducation, avec la durée moyenne de scolarisation, et enfin le niveau de vie, avec le revenu par habitant. Tout ça, c'est combiné en un chiffre entre 0 et 1. Plus un pays est proche de 1, plus son niveau de développement humain est considéré comme élevé. Vous voyez, c'est une vision beaucoup plus complète du bien-être. Pour que ce soit plus concret, regardons cette comparaison. D'un côté, la Norvège, souvent en tête du classement IDH, l'espérance de vie y est de 82 ans et un enfant peut espérer faire 18 ans d'études. De l'autre côté, le Niger, un des pays avec l'IDH le plus faible. Là, l'espérance de vie tombe à 60 ans et la scolarisation attendue n'est que de 5 ans. L'IDH y révèle des écarts qui sont juste colossaux dans les conditions de vie réelles et donc dans la capacité d'une personne à pouvoir choisir sa vie. Après avoir vu les outils de mesure, passons à notre troisième et dernière partie. On va changer d'échelle à nouveau pour s'intéresser de plus près aux pays qu'on appelle émergents. Ils illustrent parfaitement à la fois les progrès incroyables du développement, mais aussi ses paradoxes les plus criants. Prenons l'exemple de la Russie. Après la chute de l'URSS en 1991, le pays a vécu une transition économique ultra brutale. Certains ont même parlé de thérapie de choc. On est passé d'un coup d'une économie totalement contrôlée par l'État à une économie de marché. Cette transformation, qui a été très mal gérée, a permis à une toute petite minorité de s'approprier les richesses du pays. Et voilà le résultat en un chiffre, 74,5%. C'est la part de toute la richesse nationale russe qui est détenue par seulement 1% de la population. Ce chiffre est vertigineux, c'est l'un des plus élevés au monde, et il illustre bien la naissance de cette nouvelle classe sociale qu'on a appelée les oligarques. Cette citation du journal Le Monde est intéressante. Elle nous rappelle que des inégalités aussi extrêmes, ce n'est pas juste un problème social ou économique. Ça pose une vraie question politique, celle de la stabilité d'un pays, de la cohésion sociale, et même de la légitimité de son gouvernement. Et ce paradoxe de la croissance économique qui ne profite pas à tout le monde, il n'est pas propre à la Russie, loin de là. On l'observe aussi très bien au Brésil, par exemple. Le pays a connu une forte croissance et des millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté.
C'est un progrès, c'est indéniable, et pourtant les grandes villes comme Sao Paulo ou Rio restent profondément fracturées entre des quartiers ultra sécurisés pour les riches et d'immenses favelas. Toutes ces inégalités, qu'elles soient économiques ou spatiales, elles ont des conséquences humaines très très concrètes. Et l'une des plus fondamentales, celle qui conditionne tout l'avenir d'une personne, c'est l'accès à l'éducation. C'est une injustice majeure qui, on va le voir, touche tout particulièrement les filles. Retenez bien ce chiffre, 132 millions. C'est le nombre de jeunes filles dans le monde qui, aujourd'hui, sont privées de leur droit fondamental à l'éducation. Cette injustice, elle a des conséquences dramatiques pour leur avenir, bien sûr, mais aussi pour le développement de sociétés entières. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'éducation des filles, c'est l'un des leviers les plus puissants du développement. Ce graphique montre un fossé, un véritable abîme. Dans les pays à IDH élevé, près de 90% des filles vont jusqu'au bout de leurs études secondaires. Dans les pays à faible IDH, ce chiffre s'effondre à 25%. Et dans des cas extrêmes comme le Burkina Faso, on tombe à seulement 1%. 1%, c'est à peine croyable. Mais alors, comment on explique un tel écart? Cette citation de l'ONG One, elle met le doigt sur un facteur absolument crucial, les mentalités, les facteurs culturels. Dans beaucoup de sociétés, à cause de structures sociales très patriarcales, l'éducation d'un garçon est vue comme un investissement pour la famille, alors que celle d'une fille est jugée moins importante. Et ça, c'est un obstacle énorme au développement. Bon, face à ces défis qui sont immenses, une question se pose. Qui agit? Qui essaye de changer les choses? Analysons maintenant les différents acteurs du développement et de la lutte contre les inégalités. On peut distinguer en gros 3 grandes catégories d'acteurs. D'abord, bien sûr, les États qui ont un rôle central, ensuite les grandes organisations internationales comme l'ONU ou la Banque mondiale, et enfin les organisations non gouvernementales, les fameuses ONG. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces acteurs collaborent parfois, mais ils peuvent aussi être en conflit sur les stratégies à suivre ou les intérêts à défendre. Ce n'est pas toujours un monde de coopération. Le grand cadre d'action aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il est défini par les Objectifs de développement durable de l'ONU, les ODD. C'est une sorte de feuille de route pour 2030 qui vise à répondre à tous les défis qu'on a vus. La pauvreté, l'éducation, les inégalités. C'est un agenda qui est très ambitieux. Mais évidemment, sa réussite dépend de la volonté politique réelle des États et des moyens financiers qu'ils sont prêts à y mettre. Et ça, c'est l'objet de nombreux débats. Pour conclure, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les inégalités de développement, c'est un phénomène complexe, qui se joue à toutes les échelles, des grandes fractures mondiales héritées de l'histoire jusqu'aux ségrégations qu'on voit au coin de la rue dans les grandes métropoles. On a aussi compris que le développement, ce n'est pas que la croissance du PIB, mais que ça doit intégrer le bien-être humain, ce que mesure l'IDH. Et enfin, les pays émergents nous ont montré que la croissance peut très bien s'accompagner d'une explosion des inégalités. La réduction de ces fractures est donc un enjeu absolument majeur, qui dépend d'un jeu d'acteurs très complexe. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, pour ouvrir le débat. En tant que futurs citoyens informés et conscients de ces enjeux, comment peut-on, chacun à notre niveau, contribuer à un développement qui soit plus juste et plus durable ?